Parce que si tu veux que les chaînes de commandement fonctionnent, tu as besoin de gens prévisibles. Comment tu fais des gens prévisibles? Eh ben, tu les envoies à l'école et tu leur apprends à dissocier le faire et l'être. Tu fais des écoles où les gens deviennent très forts dans le faire, ils ont des savoir-faire extraordinaires et totalement déconnectés de leur être. L'école, telle qu'on l'a connue, en tout cas à l'ère industrielle et post-industrielle, a ce cahier des charges de domestiquer les gens, pour en faire des gens prévisibles qui vont devenir fonctionnels dans des chaînes de commandement, dans les sociétés pyramidales. Et justement, en plus, tu viens de me faire voir quelque chose, c'est que parfois, j'en doutais pas, mais il y a l'interdépendance entre les différentes architectures, et que donc une architecture de base, donc l'échange d'argent, de monnaie rare, comme base, ça crée l'architecture de la pyramide pour gérer les choses, etc., etc. Et donc du coup, ceci va créer peut-être d'autres formes d'architecture derrière, etc. Donc du coup, il y a une sorte d'effet domino aussi à l'intérieur de tout ça. J'en viens à une notion qui est chère à ta façon de penser, de t'inscrire dans cette vie et de dire qui tu es et de t'amuser aussi. J'ai l'impression, c'est de se hacker, le terme de hacking. Et là, pour le coup, justement, ce que tu exposes et ce que tu exploses, c'est la possibilité de hacker quelque chose qui paraît nous soumettre d'une certaine façon. Donc, il y a quelque chose de très libérateur dans la possibilité de penser plus large que ce qui nous soumet habituellement. Ça donne vraiment de la respiration. Et donc, ce concept de se hacker ou de hacker, à l'intérieur comme à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il habite ton existence de façon très 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 vivace. Oui, je crois que ça a évolué vraiment vers une seconde nature. J'aime bien utiliser ce petit jeu de mots anglais, go hack yourself. Voilà, parce que on peut pas inventer des choses ex nihilo. Je ne peux pas inventer une culture ex nihilo, je ne peux pas inventer une nouvelle langue ex nihilo, pas même un système monétaire ex nihilo. Ça reposera sur des acquis passés, peut-être dont il faudra que je me débarrasse petit à petit, mais ça demande plutôt donc du hacking. Ça veut dire, on a quoi actuellement? Oui, on a des codes sociaux. Eh bien, il y a quoi que je vais changer dans les codes sociaux qui peuvent aider à déjà étendre ma conscience un peu plus. Il y a quoi que je vais changer dans mes relations économiques avec mes pairs et qui va peut-être me donner aussi un espace de conscience un peu plus vaste. Donc ça se fait effectivement au bout du compte de façon très pragmatique de se hacker soi-même et de hacker évidemment les systèmes en tant que tels qu'ils existent. Et alors là, on a, je veux dire, des leviers de transformation extraordinaires. Raison pour laquelle voilà, je veux dire, la politique, j'entends institutionnelle, telle que proposée aujourd'hui, mais me semble tellement inefficace, enfin vraiment du brassage d'air pour perpétuer un monde mourant, là où nous avons des leviers pour évoluer et transformer la société extraordinaires. Voilà. Il y a une bonne nouvelle quelque part dans tout ça. Bien sûr. Ben, on parlait tout à l'heure des chaînes d'infos en continu où on peut parler de la classe politique dirigeante actuelle. Moi, j'avais presque envie de les remercier d'être aussi nuls parce que c'est tellement pas habile. C'est très efficace parce que c'est très, ça gueule très fort, c'est très braillard quoi. Il y a quelque chose d'infiniment infiltrant parce que c'est crié partout tout le temps en boucle. Par contre, la grossièreté, l'espèce d'imposture est tellement de plus en plus, ils sont de plus en plus nuls à défendre leur truc et c'est en train de se dégonfler de façon vraiment, j'ai l'impression, c'est pas que parce que évidemment c'est à partir de ce que je ressens que je vais pouvoir formuler ce genre de choses, mais quand même j'ai la prétention de ressentir ce truc-là
au niveau collectif aussi. Il y a des gens qui sont encore coincés dans les architectures, mais sans conviction et une sorte de truc, une branche morte d'arbre un peu. Ça me fait penser à ça. Ça continue d'être là, mais ça tombe pas encore, mais on sait pas quand ça va tomber. Mais il y a un peu ce truc-là qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Eh bien là, tu vois, merci d'amener cet exemple de cette question de la politique, parce que, encore une fois, on incrimine les gens. Ouais, tous des nuls, des pourris, des profiteurs, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas de les incriminer personnellement. Ça m'intéresse beaucoup plus de voir le game, le jeu dans lequel ils s'inscrivent, qu'ils ont tellement internalisé que ça les a rendus comme ça. Donc, il n'y a pas quelque chose lié à leur nature. Il n'y a pas des gens de nature comme ça, nés pourris, et ils vont venir rester pourris, des gros pourris toute leur vie. Par contre, ils se trouvent dans une architecture invisible, donc des règles du jeu pour le coup, hein, qui incitent à ce type de comportement. Et une fois que tu as tellement internalisé ça, eh ben oui, tu deviens ce comportement. Tu te rends même plus compte des insanités, des obscénités que ça t'amène à produire du matin au soir. Je prends un exemple. Si tu fais justement un système aristocratique comme aujourd'hui, Aristos, ça veut dire les meilleurs, ça veut dire on considère qu'on va élire des gens qui vont nous représenter. Bon, ok. Si on fait des élections, donc, eh bien, comment je gagne une élection? Ben, je gagne une élection, déjà, ça va m'amener forcément à avoir le plus d'argent possible pour avoir le plus de visibilité possible, de plateaux télé, de tribunes, de choses comme ça. Donc déjà, je vais devoir me corrompre et notamment m'assujettir à l'argent. Alors soit je l'ai directement, soit je vais manger dans la main de ceux qui me donnent cet argent. Première chose. Deuxième chose, puisque nous avons une rareté des médias. Ah, donc là j'ai 2 minutes. J'ai 2 minutes pour parler, j'en ai 4 autres autour de moi. On va se crêper le chignon. Tu penses bien que j'ai pas le temps de développer une pensée complexe et systémique. Ça va quand même plus vite de dire bon, faut arrêter l'immigration, hein, ces méchants immigrés là, plutôt ou faut mettre plus de flics. Ça, je le dis en moins de 5 secondes. Plutôt que dire comment on va changer les systèmes d'éducation, de machin, d'aide sociale, de réhabilitation, de changer le discours national, tout ce qu'il faut voir, si tu veux, pour qu'il y ait moins de... non, voilà. Bon allez, ok, il y a les méchants arabes, les méchants, voilà, tout ça, et puis les immigrés, un peu la même chose, les gens qui viennent pas de notre sol, et puis la violence, il faut mettre des flics partout. Voilà, j'ai besoin de 10 secondes pour dire ça. Bon, donc tu vois, déjà, ça amène à ça. Ensuite, j'ai quand même tout intérêt à mentir. Franchement, je veux dire, le petit mensonge, puis un peu plus gros, et ainsi de suite. Ensuite, puisque j'ai besoin de masse pour voter pour moi, si je commence à faire un discours trop précis, il va diviser les gens. Donc, il faut que j'aille dans des slogans qui rassemblent. Ça veut dire qu'ils disent le moins possible parce que les gens peuvent faire des projections dedans. Donc, évidemment. Donc, tu vois, je prends rien que ces choses-là. Eh ben, ça produit des menteurs. Ça produit des gens comment dire, qui veulent, qui deviennent dépendants évidemment forcément de l'argent puisqu'on vit dans des plutocraties. Ça produit des pensées simplistes parce qu'on a tellement peu de temps pour les développer. Enfin voilà. Donc, tu prends rien que ça. Voilà les genres de discours, d'attitudes, et donc au bout du compte de personnes que cela produit. Ensuite, quel type de personnes? Ben oui, pour arriver à jouer ce genre de jeu, voilà, je sais pas, tout le monde peut pas jouer, peut pas faire de la boxe ou du rugby. Ça va attirer des gens qui ont plutôt, sur certains sports, un côté, ouais, j'aime bien aller au carton, j'aime bien en coller une aux autres, j'aime bien gagner, etc. Bon, très bien, pourquoi pas au rugby ou à la boxe? Mais dans la politique, ça attire, ça filtre, ça met au pouvoir des gens qui ont des profils, pour la plupart, de sociopathes, par nature. Il aura fallu que tu fasses tellement de coups bas, de mauvaises alliances, de mensonges, euh, comment dire, de slogans à l'emporte-pièce pour arriver au pouvoir, pour rassembler les masses. Ah oui, et puis aussi que tu crées des objets monstres, ça veut dire que tu crées des peurs, unissons-nous contre. Alors là, ça va tellement vite en politique. Hein. Voilà, les objets R, ça prend du temps. Les objets monstres, ça va vite. Donc effectivement, le méchant immigré, alors à une époque, il y avait le méchant juif, maintenant il y a le méchant musulman, on a remplacé le juif par le musulman, mais pareil, voilà. On n'en parle pas en France de toute cette ségrégation,
envers nos amis musulmans. Bon. Donc ça fabrique des gens comme ça sélectionne, ça mène au pouvoir, j'entends en haut du pouvoir, des gens comme ça. Ben voilà, architecture invisible. Qui aujourd'hui explore et questionne ce mécanisme-là. On préfère parler, on a une dialectique et des récits qui vont nous dire Trump a fait ci, Macron a fait ça, Poutine a fait ci, etc., sans se questionner sur mais quel système a porté ce genre de personnages au pouvoir, qui ont un pouvoir de vie et de mort, littéralement, sur nous. Ça, personne, moi je le vois pas dans les médias, cette question se poser. Tu le vois, toi? En m'intéressant à ces sujets-là, oui, je le vois, mais il faut aller chercher ailleurs que dans ces endroits de vitrine. Il y a un truc qui me traversait, je me disais, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Il y a aussi le fait que ces personnes-là, elles vont, je parle des politiciens et politiciennes, ce sont des personnes qui vont servir de père ou de mère aux personnes qu'elles vont croiser. C'est-à-dire que justement, le maire, c'est quelqu'un, quand on le croise, on va dire, hey, vous avez vu, là, il y a un truc qui est pas bien et tout. Et donc, comme un enfant va voir son parent pour dire, règle-moi ce problème, je sais pas quoi faire. Et donc, il y a cette dynamique en analyse transactionnelle, c'est donc des parents de substitution, les politiques. Et le fait est que j'avais jamais vu ça, mais la notion, la façon dont on considère les enfants a beaucoup changé. Et donc du coup, on est passé d'enfants extrêmement contenus corporellement parce qu'ils craignaient les adultes, avec une espèce de militarisation, une posture un abus de pouvoir tellement tôt et tellement peu de considération et de sensibilité à ce qu'était un enfant, à qui était un enfant, que du coup il y avait une espèce de destruction de la personnalité de l'enfant qui pouvait pas s'exprimer, et donc du coup ça n'émergeait jamais presque. Il y avait un truc vraiment très autoritaire. Petit à petit, cette autorité, elle a été, il y a plus de subtilité qui est arrivée, il y a plus de sensibilité qui s'est mise dedans, et donc du coup, il y a une position parent-enfant qui est plus du tout la même, et je crois que là aussi, ça peut jouer un rôle potentiellement. Alors, je viens d'y penser, donc je sais pas si c'est l'idée du siècle, mais je me disais, dans l'analyse transactionnelle, là, il y a des enfants qui ne sont plus les enfants d'avant, avec vraiment cette substitution qui marchait extrêmement bien au moment où c'était vraiment cadré, carré, robuste, taillé dans le marbre et tout, et qu'on n'avait pas le droit de le remettre en question. Là, maintenant, il y a plus de possibilités de remettre en question. Et il y a toujours cette demande d'enfant. Et donc, du coup, je crois quelque chose. Moi, si on me demandait avec l'énergie des enfants d'aujourd'hui, que tous les gens que je croise, c'est des enfants. Et donc, il y en a qui sont pas finis de faire, il y en a qui sont injurieux, il y en a qui me crachent dessus, il y en a qui me tiennent pour responsable d'absolument tout ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle. Je pense que j'aurais aussi tendance à devenir sociopathe par effet d'accumulation, de reproches, puisqu'il y a plus cette possibilité d'avoir, je pense par exemple à Jacques Chirac, pour faire simple. Lui, quand on le croisait, a priori, les gens, ça leur faisait du bien de le croiser, j'ai l'impression. Il a un côté bonhomme, ça va bien se passer, ou je sais pas quoi. Là, il y a plus maintenant ça ne marche plus, ça. Il y a une magie, alors une magie. Il y a un pouvoir magique qui a disparu, je trouve. Bon, je sais pas si c'est intéressant et si ça a à voir avec notre sujet, mais ça me passait par là, alors je te le partage. Eh ben, tu vois, quand je t'écoute dans ce constat un petit peu de terrain, et donc effectivement autant, tu vois, par exemple, j'ai une sœur qui vient de finir sa carrière de professeur des écoles. On disait institutrice à l'époque, mon professeur des écoles aujourd'hui. Et elle me dit, mais comme tous les amis enseignants et enseignantes que j'ai, effectivement, on n'a plus du tout aujourd'hui les enfants qui a 20 ans ou qui a 30 ans ou 40 ans. Il y a eu vraiment un changement décennie après décennie, et aujourd'hui, ça devient insupportable pour eux. Les amis aussi que j'ai dans le champ politique, j'en ai un peu à tous les niveaux, dont certains au plus haut niveau de l'État, disent la même chose aussi. Donc une sorte de dégradation un petit peu de tout ça. Je vois encore, en entendant ton récit, les architectures invisibles opérer. Ça veut dire, Yes. si tu prends
reprenons l'idée de l'argent. Tu vois, tu démarres dans une société un peu idéale, il y a suffisamment d'argent pour tout le monde, puis hop, ça se condense et ça se dégrade. Hein. Bon. Tu as la même chose dans la question du jeu politique. Ça veut dire, on crée en France une 5e République, par exemple. Bon, elle marche pour un certain contexte. Mais itération après itération, les règles du jeu, je veux dire, délire des gens, amènent là aussi, tôt ou tard, à une polarisation extrême des gens et à une violence sociale extrême. Et là, je ne le dis pas comme une opinion, je vais dire encore une chose, ça vient des mathématiques, cher monsieur. Une fois de plus. On a, alors tu as les premiers qui ont vraiment travaillé dessus, tu as par exemple Condorcet, le théorème de Condorcet, hein, qui lui a le mérite de démontrer déjà que la façon dont tu vas produire une élection avec les mêmes candidats et candidates, suivant la façon dont tu produis l'élection, un tour, deux tours, par ordre de préférence, etc., tu auras au bout du compte un choix différent qui émergera. Intéressant. Plus récemment, tu as ce qu'on appelle le théorème d'Arrow, Arrow comme une flèche en anglais, et je le fais très court. Il y a plein de super vidéos là-dessus sur Internet, si on veut, on peut demander à Wikipédia ou à une IA ou tout ça, peu importe, on a toutes les explications qu'on veut. Le théorème d'Arrow, il dit une chose très simple, tant que tu feras un mécanisme d'élection, ça veut dire donc de sélectionner par le principe du suffrage à un tour ou deux tours, peu importe, ce mécanisme-là polarisera de plus en plus ces gens et amènera à sélectionner des candidats qui les représentent de moins en moins et de plus en plus extrêmes. Ça, les mathématiques le démontrent. Bon, eh ben voilà, nous y voilà encore dans une architecture invisible. Donc, la dégradation du système social, enfin des relations interpersonnelles sociales, vis-à-vis notamment des gens qui portent une certaine autorité. J'entends une représentation de l'autorité de l'État ou de l'enseignement. Les mécanismes de polarisation que ça met en place dans la société, eh ben ça va aller aussi mathématiquement de pire en pire. Sauf si, voilà, il y a un grand reset, une guerre civile, Dieu qui décide de venir mettre un petit coup de main quand même là-dessus, je sais pas quoi. Mais ou alors justement des gens qui pragmatiquement vont travailler sur des architectures invisibles. Voilà. Mais avec déjà ce système-là, j'entends du système d'élection que nous avons, mathématiquement, ça montre que ça va créer des candidats de plus en plus extrêmes, de moins en moins représentatifs de la société et qui vont polariser de plus en plus la société. Bon. Non. Tu ajoutes à ça, si on veut parler des enfants, le fait que sociologiquement, il y a quand même aussi des mécanismes évolutionnaires qui montrent que on veut aller de plus en plus vers l'individuation. Ça veut dire deviens toi-même mon enfant, d'accord? Et ce que tu vas certainement faire, je pense, je ne vois pas en toi apparemment un père autoritaire qui dira tu deviendras avocat ou médecin. En tout cas, je pense que tu vas tout faire pour aider ton enfant ou tes enfants futurs, comme beaucoup de gens, à devenir eux-mêmes, et à trouver, leur donner en tout cas par une relation d'accouchement, une relation dialectique, de bienveillance, et avec les moments où il faut cadrer aussi, parce que ces petits-là, ils ont aussi besoin à des moments de limites, de choses à casser, de choses à contester, etc. Bon, voilà, tout le métier facile de parent qu'on connaît bien. Mais grosso modo, tu vas essayer ce genre de choses. Et ça, on voit là aussi une fragmentation pour les enfants, mais donc aussi pour les adultes, des récits, et notamment de ces bulles cognitives, de cette balkanisation des systèmes de représentation du monde, qui font que les approches industrielles, ça veut dire tout le monde avait la même religion sur un territoire, où il y a un système politique appliqué pour tout le monde sur un même territoire, tout ça se fragmente complètement. Et tu ne peux pas espérer de l'intelligence collective pyramidale de résoudre le problème, parce que l'intelligence collective pyramidale, une de ses dynamiques consiste à lisser. Elle a besoin de domestiquer les gens, déjà, parce que si tu veux que les chaînes de commandement fonctionnent, tu as besoin de gens prévisibles. Comment tu fais des gens prévisibles? Eh ben, tu les envoies à l'école et tu leur apprends à dissocier le faire et l'être. Tu fais des écoles où les gens deviennent très forts dans le faire, ils ont des savoir-faire extraordinaires et totalement déconnectés de leur être. L'école
telle qu'on l'a connue, en tout cas à l'ère industrielle et post-industrielle, à ce cahier des charges de domestiquer les gens, pour en faire des gens prévisibles qui vont devenir fonctionnels dans des chaînes de commandement, dans les sociétés pyramidales. Bon, le moment où les discours se fragmentent avec tous les mécanismes de repli identitaire, de peur, donc qui créent une myriade de discours. Alors certains reviennent à des identités religieuses, d'autres à des identités de race, d'autres à des identités nationalistes, d'autres à l'identité locale du club de foot, peu importe, tu vois, avec des récits qui se télescopent et qui se voient renforcés par d'autres architectures invisibles, à savoir les algorithmes dans les médias sociaux. Bon, mais bonne chance pour que tout ça, ça marche bien dans une salle de classe, ou dans la société civile, quand un élu rencontre quelqu'un dans la rue. Moi, j'ai quelques amis élus qui me racontent des choses extrêmement dures qu'ils peuvent vivre en se faisant interpeller par les gens de façon souvent extrêmement violente. Voilà, tu vois, c'est toutes ces architectures là qui se télescopent, et du fait de passer de mode de moins en moins industriel, j'entends du one fits all, tu vois, de la même chose pour tout le monde, à des choses qui se fragmentent et qui montrent une déconstruction, mais qui, je l'espère aussi, annoncent une reconstruction possible. Parce que, par exemple, le système monétaire, bon, ça va se casser la gueule, on arrive au bout du bout, on a rincé le truc jusqu'au bout. On va pouvoir peut-être encore créer de la dette, faire de l'économie extractiviste. On essaye encore et encore et encore. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais structurellement, on arrive au bout. Bon, le jour où tu nais, tu dois jouer un seul jeu, un seul game, le jeu de Monopoly. Tu n'as pas le choix. Maintenant, imagine quand tu vas pouvoir participer, voir à la création, ou en tout cas venir jouer dans d'autres systèmes monétaires. Et quand on va commencer à voir que dans ces systèmes monétaires, il y en a certains qui se mettent à vraiment bien marcher, et que les gens génèrent beaucoup plus de richesses, qu'ils se sentent plus heureux, en meilleure santé, mieux éduqués, plus agiles, etc. Tu vas faire quoi? Tu vas rester dans l'ancien? Tu vas dire, ah non, finalement, ce truc-là, ce game-là de Monopoly, ouais, il a toujours existé, il existera toujours, donc j'y vais. Ou alors tu vas peut-être te dire, tiens, je vais peut-être aller jouer là-bas et voir un petit peu ce que ça change, et tu vas voir ce que ça va changer dans ton psychisme, dans ton rapport à toi-même, dans ton identité, dans ton rapport aux autres, etc. Donc quelque part, tu vois, cette déconstruction, je veux dire, le fait que le vieux système, il s'effondre, mais alors, et ça se voit par les situations paroxystiques de concentration du pouvoir comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc de pouvoir, donc de concentration monétaire. On n'a jamais vu autant de concentration monétaire que dans toute l'histoire de l'humanité réunie. De mécanique extractiviste, de domination des autres, de ségrégation, de trucs sur l'environnement, tout ça, quand un être meurt, on voit ces boucles de feedback positives, c'est-à-dire tout devient exponentiel. Ça montre la fin d'un système. Et la bonne nouvelle, eh ben voilà, ça donne naissance, il y a vraiment un foisonnement d'idées qui circulent, et notamment de nouvelles architectures invisibles qui arrivent, en particulier dans le domaine monétaire. Ça me semble une nouvelle intéressante. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, j'en pense que c'est enthousiasmant, et puis que c'est souhaitable, dans le sens où je sais pas de quoi ce sera fait. Tu vois, je me sens encore une fois entre deux mondes. C'est un peu quelque chose qui est tenace chez moi. Je pense que je suis né un peu avec cette sensation, et qu'elle est encore là aujourd'hui, avec la sensation d'avoir été déformé par les architectures invisibles à plein d'endroits dont je n'avais pas conscience. Et puis malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a comme un effet d'inertie qui fait que pour ôter les chaînes que je vois à présent, il faut quand même aussi du boulot. C'est-à-dire, c'est pas simplement en prenant conscience qu'elles sont là que je les enlève, et j'en veux pour preuve. C'est pas une preuve, c'est un témoignage. Je me suis rendu compte que le temps que j'ai mis à m'autoriser à ne pas voter à une élection dont je trouvais tout le monde passablement inintéressant, le temps que j'ai mis à m'autoriser ça est phénoménal. Et pourtant je le ressens depuis le début, ce truc-là. Mais je m'étais pas autorisé parce qu'il y avait une force invisible tu sais, les conneries qu'on entend, quoi,
il y a des gens qui sont morts pour ça, c'est ça la démocratie, etc., etc. Et donc du coup, j'avais tout ce truc-là qui avait extrêmement bien pris en moi, à l'endroit où il y a l'instruction civique, où il y a des discours politiques qui m'ont quand même marqué, mais qui n'étaient pas portés par des gens qui se présentaient. Du coup, j'avais envie que ça émerge politiquement et tellement fort que je me sentais obligé, jusqu'à quand même pas si longtemps que ça, de voter, alors que le premier, alors c'est anecdotique, mais ça l'est pas tant que ça. Ma première expérience de vote, c'est d'avoir voté Chirac au deuxième tour contre Le Pen. C'était ça, moi, ma première expérience. Je peux te dire que c'est une expérience qui normalement devrait suffire. Ça devrait suffire à débrancher quelqu'un. Et ben non, j'ai tenu encore malgré tout. Donc je témoigne du fait que ça peut être vraiment, ça peut être tenace ce genre de truc, comme s'il y avait ouais, c'est les nexus, quoi. C'est les endroits au-delà desquels on ne peut pas s'imaginer, dont il est question aussi. En dehors de ces architectures, des fois, on a l'impression qu'on va mourir. Hmm. Je trouve ça amusant ce que tu dis parce que moi j'ai mis mon premier bulletin de vote, ça doit dater d'il y a 2 ou 3 ans. Hmm. Je ne votais pas et j'ai choisi de le faire pour me dire bon si ça peut ralentir un peu, il y en a des moins pires que d'autres, on va dire, tu vois. Donc juste dans ce truc-là, tu vois, de dire bon si on peut encore acheter un petit peu de temps avant que ça devienne de toute façon instoppable. Voilà. Ça, tu vois, ça reste quand même pas une grande joie. Ben, je comprends, je comprends. Le truc, c'est que je retombe sur la question que je t'ai posée il y a un bout de temps et finalement on n'a pas été la voir. Et je pense que c'est intéressant que tu puisses développer là-dessus. C'est par l'économie du don, donc dont tu te revendiques. Tu fais donc réseau avec les gens à partir de la volonté de faire réseau en créant des objets art et non pas ni des objets monstres ni des objets liens. Ça peut être des objets liens et des objets art, mais ça doit être un objet art. Est-ce que tu rejoins cette remarque ou est-ce que je tape à côté? Alors déjà, en fait, juste pour requalifier les choses, il y a ce qu'on appelle les objets liens. Et dans les objets liens, il y en a de 3 sortes. Il y a les objets monstres, les objets miam-miam et les objets art. Ouais. Un objet lien, pour comprendre le principe, tu imagines sur un terrain de foot, par exemple, si tu retires le ballon, ben, tu as X couillons qui se retrouvent là à se regarder et se dire mais on fait quoi ensemble? Le ballon représente l'objet lien. En fait, plus précisément, ce qu'on appelle un objet miam-miam, ça doit représenter d'ailleurs des formes archétypales très anciennes de la chasse ensemble, hein, de courir après une proie qu'on se dispute. Hein. Donc on a ça dans le sang, ça nous vient vraiment d'une longue histoire de l'évolution. Et donc l'objet miam-miam, ça veut dire cet objet qu'on veut, qu'on a besoin d'acquérir, qu'on a besoin de manger, évidemment, ça fait référence à la proie, mais l'argent, ça peut représenter un objet miam-miam. Voilà, unissons-nous pour capter. On va faire une entreprise ensemble, on va faire une entreprise et on va capter de l'argent. Voilà un objet miam-miam, d'accord? Unissons-nous pour, tiens, le voisin, là, il a des ressources qui nous intéressent, on va l'envahir. On va envoyer une armée, on va lui piquer ses trucs, on va lui piquer son territoire, etc. Objet miam-miam également. Hein. L'objet monstre, il s'agit du contraire, unissons-nous contre. Donc, il y a un gros méchant danger à l'extérieur, un prédateur, voici notre petite tribu de singes, et on va s'unir pour, tiens, certains prendre en charge les petits qui se mettent à l'abri, les autres pour faire diversion, etc. Unissons-nous contre. Voilà. Et ça marche. Hein. Donc, voilà le côté archétypal de la chose. Maintenant, en truc politique bien rodé qui marche toujours aussi bien, je vais inventer un danger. Voilà, donc actuellement la mode se trouve au niveau des immigrés, l'immigration, et puis comment dire donc immigration et la violence sociale et publique. Donc unissons-nous contre ça. Et donc on entend tout le monde y va de son discours, presque tous on va dire en tout cas, pour rassembler facilement et bien sûr en créant de la peur. Donc oui, j'ai peur, donc oui, j'ai besoin de ces sauveurs qui vont... voilà. Donc ça marche très bien. Ça, il s'agit des objets monstres. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos sur ces sujets. L'objet art, là, il nous fait passer de la réaction. Hein, je précise que objet miam miam est
objet monstre, on réagit. C'est-à-dire, j'ai faim, je réagis, il faut que j'aille capter ma proie. J'ai peur, faut que je réagisse contre ce danger. Bon, donc ça recrute en nous des processus très anciens, hein, très basiques, très reptiliens, normaux, ils ont raison d'exister, alors que l'objet art nous emmène dans de la réaction à la création. Ça veut dire qu'allons-nous ensemble créer, mais alors qui nous fait kiffer, quoi. On a vraiment envie de ça. Et ça peut faire des trucs comme, tiens, aller explorer l'espace, on veut créer un monde où les gens se sentent heureux, on veut faire, je veux créer l'école la plus sympa possible près de chez moi, je veux créer un hôpital pour que les gens se sentent bien soignés et pris en charge, je veux créer une entreprise qui va résoudre tel ou tel truc, etc. Il y a des tas de façons de faire un objet art. Ensemble, faisons un joli potager, ou seul, je veux dire, ça se fait pas forcément ensemble. Mais ça veut dire que l'objet art, il va sans cesse s'actualiser, on devient le créateur de ça. Alors que les autres, ils existent indépendamment de nous, ou on les fait exister indépendamment de nous. On crée voilà, et on réagit par rapport à cet objet qui a sa vie propre. Et souvent, on peut l'inventer, mais il va avoir sa vie propre. Si je me mets à harceler mon voisin, à le traiter de tous les noms possibles, à lui pourrir la vie, et à décider qu'il s'agit de mon ennemi, il va le devenir. Il n'y a pas de doute. Et on fait la même chose pour le pays voisin. Donc j'aurais fait la fameuse fabrique de l'ennemi. Donc on peut les créer, ces objets monstres. Mais l'objet art, lui, je le réactualise sans cesse. Et là, on se trouve dans une dynamique donc de création de quelque chose, de création d'une réalité, avec bien entendu un récit tout à fait différent de celui d'un récit de réaction. Voilà. Alors, j'essaye de faire attention à ça, déjà dans ma propre vie. Ça veut dire de me concentrer autant que possible sur des objets art, sans renier le fait qu'il y a aussi des objets monstres ou des objets miam-miam. Bien sûr, s'il y a besoin de bouffer, il faudra bouffer. S'il n'y a plus à bouffer, il faudra peut-être faire des choses pour ça. S'il y a des dangers qui arrivent, il va peut-être falloir se défendre. Donc, je ne retire pas leur réalité. Ceci dit, et ça pour avoir fait souvent ça dans des séminaires d'entreprise, par exemple, de demander aux gens, allez, on se fait une période de créativité, et dites-moi ce que vous identifiez, on va faire 3 colonnes, ce que vous identifiez dans votre entreprise, dans votre vie d'entreprise, comme objet art, objet monstre et objet miam-miam, objet monstre et objet art. Tu penses bien que les 2 premières colonnes, ils les remplissent très bien. Ah ouais, alors bon, on veut conquérir des nouveaux marchés, on veut gagner de l'argent, on veut gagner en célébrité, en renommée, réputation. Bon, hop, on va conquérir ça. Ah ouais, mais alors il y a la concurrence, il y a les impôts, il y a la conjoncture, il y a le machin, etc., etc. Objet monstre. Ok. Objet art, vous avez quoi, les amis? On se gratte bien la tête, là. Et ils savent pas, parce que souvent, à l'origine de l'organisation, il y a eu des gens visionnaires qui ont voulu créer quelque chose, et puis, dans la vie de tous les jours, en plus avec l'argent qui existe à la fois en tant qu'objet monstre et objet miam-miam, ça accapare quasiment tout. Et il s'agit de voir déjà pourquoi ils mettent tout dans ces colonnes-là. Ça veut dire qu'on vit dans une vie de réaction, on n'a quasiment plus de liberté puisqu'on réagit à des objets monstres ou à des objets miam-miam. Mais surtout, y en a-t-il avec lesquels on peut changer le rapport, hein. Par exemple, une grande vague, je peux la voir comme un danger, elle peut me tomber sur la tête, elle peut me faire passer à la lessiveuse, ou je peux apprendre à la surfer. Les difficultés des règles de l'argent, ça peut sembler un jeu extrêmement difficile, etc. On peut apprendre à jouer avec ça, à en faire un plaisir, etc. Donc on peut aussi faire évoluer notre rapport à la chose, hein. Donc je pense qu'on a tous cette évolution possible, et dans ma propre vie, j'essaye autant que possible, évidemment. L'économie du don, ça favorise ça, parce que, je veux dire, d'aller dans les objets art. Pourquoi? Parce que dans l'économie de marché, on a cette fameuse tension. Par exemple, tu me demandes, Jean-François vient donner, pourriez-vous venir donner une conférence, etc. Je vais dire, ok, mais ça coûte 10 000 euros. Ah, tu vas dire, non, non, on n'a pas le budget là, franchement, vous demandez un peu cher, tout ça. Bon, on va négocier. Ah ben, on va s'accorder pour, je sais pas, 5 000. D'accord, ok. On a chacun tiré la corde à soi, donc déjà, chacun défend son propre intérêt. Bon. Si nous fonctionnons dans l'économie du don, on va, au lieu de diverger ou de négocier, on va converger.
on va essayer ensemble de faire un truc chouette. Et ça, on le fera parce qu'on aura un objet art. On va donner des efforts, on va amener des choses, bien entendu, et on va aussi tirer des richesses pour chacun, mais ça ne se fait plus du tout dans la même dynamique, dans le même contrat social. Voilà. Donc, encore une fois, de voir comment les architectures s'influencent les unes les autres. Le fait d'avoir choisi de vivre dans l'économie du don, ça veut dire que j'emploie des codes sociaux différents, je fais un usage de l'argent rare détourné, on va dire, je continue de l'utiliser, mais plus du tout selon la même dynamique, et ça produit évidemment des outcomes, des productions sociales tout à fait différentes, des vécus individuels et collectifs, mais aussi des choses produites différentes que ce que l'économie de marché aurait pu faire traditionnellement. Voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Disons que du coup, dans les nombreuses collaborations ponctuelles que tu fais avec des gens qui t'en font la demande, quelque part, ils se font hacker temporairement, puisque tu arrives avec une vision des architectures invisibles conscientisée, pour la plupart, voire incarnée différemment. Et donc du coup, collaborer avec toi, ça devient faire bouger ces murs à soi. Du coup, c'est pendant un temps, ne pas faire la même taille, ne pas avoir le même nombre de pièces disponibles, ne pas avoir les mêmes chemins accessibles. Et donc c'est là toute la valeur ajoutée de ce que tu proposes, j'ai l'impression. Voilà, enfin j'imagine, parce que sinon, moi j'ai été le premier à me dire, disons, c'est surprenant comme tu l'as énoncé toi-même, c'est surprenant qu'il y ait des chefs d'entreprise qui fassent appel à tes services. C'est vraiment étonnant. Moi ça m'étonne beaucoup. Et je me dis que c'est peut-être ça, finalement, ce qui se joue. Ben, tu sais, en fait, pas si étonnant que ça, et je pense que tu peux largement en témoigner toi-même. Les gens qui ont pu s'affranchir autant que possible, plus ou moins, mais de l'aliénation du discours collectif, parce que le discours collectif s'avère mais incroyablement violent et aliénant, bourré de contradictions, pétri d'obscurantisme. Donc, ben, les gens ils s'en rendent quand même compte, même s'ils le verbalisent pas de façon aussi explicite que moi. Qui ne dit pas quand même, je trouve tout à fait injuste le manque d'argent que j'ai. Je pourrais tellement offrir mieux à la société si j'avais simplement un peu plus d'argent. Mes enfants pourraient aussi avoir une meilleure éducation, etc. Enfin, il y a tellement comme ça de choses où les gens subissent. Pareil pour les mœurs, pour la sexualité, tout le caractère encore tellement répressif ou jugeant de la sexualité des gens. Beaucoup moins dans nos pays maintenant, mais dans combien d'endroits du monde se met en danger de mort si on a une sexualité un petit peu un tant soit peu divergente. Hein. Bon, donc les gens souffrent de la dynamique des architectures dans lesquelles ils vivent, et notamment dans le récit collectif que ces architectures produisent. Voilà. Donc il y a rien, si tu veux, les autres qui arrivent à sortir un petit peu de ça, eh bien, ils exercent à la fois un objet de fascination et d'attraction et de répulsion. Évidemment, ça va ensemble. De fascination parce que, bah tiens, quand même, ce mec-là, bah tiens, peut-être qu'il pourrait aider l'entreprise à fonctionner différemment, parce que là, tout le monde se trouve dans le même pugilat, dans ce qu'on appelle l'océan rouge, là où tout le monde s'entre-dévore. Moi, j'aimerais bien aller dans l'océan bleu, quoi, où il y a quand même un peu plus de liberté de manœuvre, et donc, il faut faire un pas de côté. Si je reste sur le ring, là, tout le monde se taper sur la gueule, ça va pas marcher. J'en ai marre, j'en peux plus. Bon, donc, ok, mais en même temps, j'ai pas forcément pensé à tout ça, parce que je m'occupe tellement à recevoir des coups et à en donner, ben, je vais peut-être demander à quelqu'un qui, justement, a eu le temps de faire ce pas de côté, et qui comprend un peu comment ça marche. Voilà. Donc, ça fonctionne comme ça. Et je crois que tu vis exactement la même chose. Tu fais partie des personnes qui ont fait un gros pas de côté et qui a choisi de te consacrer à ça. Tu le fais à ta façon. Tu le fais justement en coachant, en accompagnant des gens. Tu peux peut-être en dire justement un peu plus un mot là-dessus. Et aussi en créant des espaces, en donnant tribune libre, parole libre à d'autres personnes qui, comme toi, ont fait un pas de côté. Et la société a tellement besoin de gens comme ça, qui vont déjà aider à questionner le récit collectif pour aider un récit singulier à se construire, et que ce récit singulier devienne opératif, évidemment.
Ça veut dire que derrière, ok, ben je fais quoi, comment je vais m'y prendre, etc. Et ça fait peur, évidemment, ça crée des temps de latence, ce qui peut en même temps générer le retour de manivelle, parce que bah, t'as mis les gens dans un sacré pétrin. Enfin, ils s'y mettent eux-mêmes, mais ouais, ok, ils ont un autre discours, tout ça. Ok, mais je fais comment? Je le trouve encore plus dans la merde qu'avant, parce que j'ai pas encore trouvé la façon opérative de fonctionner, parce que pour gagner du fric et survivre dans cette société, je dois adhérer au discours collectif. Eh ben non, pas forcément. On peut peut-être apprendre à faire autrement, mais ça demande du temps, ça demande beaucoup d'efforts et de temps sur soi-même. Alors justement, comment toi tu vois les choses sur ce pas de côté? Euh, Bah déjà, je le constate plus chez toi que chez moi, même si je me suis offert un petit pas de côté, je dirais. Il est énorme à mon échelle. Mais je regarde dans ta direction et je vois un pas de côté plus significatif, plus engagé, plus euh, et puis qui a ta couleur. Donc il y a pas de volonté de suivre ton exemple pas pour pas. C'est pas du tout ça la question. Mais c'est dire c'est inspirant parce que justement les gens qui se permettent des pas de côté significatifs sont assez rares. Il y a peu de gens qui s'autorisent ça. Et puis en plus d'être visible avec, parce qu'il y a ça aussi. Peut y avoir un effet d'ostracisation, de se mettre à l'écart du monde et de fonctionner vraiment à l'écart tout court, ce qui fait que bah je peux pas les croiser en vrai. À moins de rentrer dans la communauté et là du coup ça a un coût d'entrée énorme et qui demanderait vraiment enfin je sais pas soit d'aller faire une étude sociologique à l'intérieur de la communauté pour rester un petit peu à l'extérieur aussi, soit de me faire happer et donc je t'ai déjà dit comment c'est pas un truc que j'aime ça, ou d'avoir la sensation d'être happé surtout. C'est surtout ça dont il est question. Le pas de côté donc du coup c'est vraiment quelque chose qui peut être inspirant et selon le pas de côté qu'on s'est offert, on va pas avoir les mêmes personnes qui vont venir nous voir et je me souhaite de continuer de marcher en crabe le plus droit possible pour moi. Du coup, il y avait ce truc de alien ou aliéné, j'ai choisi mon camp quand même. D'une certaine façon. Et même si je dois bien être aliéné à plein d'endroits que je connais pas encore, évidemment. Mais je suis prêt à me rencontrer à ces endroits-là et à m'aimer. C'est ça le truc. Je crois, la différence, le pas de côté principal, c'est ça en fait, je crois. C'est s'offrir la possibilité de s'aimer dans les aliénations de soi qu'on découvre. C'est les embrasser et les aimer par sans condition. En disant, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça permet de faire des pas de côté qui sont agréables, avec presque avec grâce d'une certaine façon. Et il y a dans ce qu'on échange, je crois, il y a la notion de foi qui est pas loin, mais dans son acception spirituelle, et que du coup, quand tu évoques ton mode de vie, quand tu évoques l'économie du don, le fait d'avoir coupé court, t'as bien précisé justement que t'avais déjà des richesses et que tu partais pas tout nu, même si symboliquement c'est ce que t'es en train de faire à un certain niveau. Et il y a d'où ça part, c'est tellement important. Là, ça part d'un endroit de foi chez toi. Donc là, en tout cas, j'espère ne pas me tromper en disant ça, mais j'ai l'impression que c'est ça qui était en jeu. Et la réponse de cet acte de foi, elle est forcément différente de la personne qui va tout perdre sans l'avoir décidé comme tu l'as fait. Évidemment que ça donne pas la même chose. Parce que ça va enfermer la personne dans un récit singulier de perdant sur le jeu du Monopoly. Et donc, du coup, c'est pas du tout la même chose. Toi, t'as pas fait ça. T'as dit, je joue plus. Et j'assume ou je joue, je me mets un peu en marge et je viens jouer de temps en temps, mais c'est moi qui décide. C'est pas pareil. Ah, mais totalement, absolument. Faut bien faire la différence. Tu vois, même quand il y a des moments où j'ai tout perdu et je repense à l'expérience, enfin, aux 2 expériences carcérales que j'ai faites dans ma vie passée, enfin, dans une de mes vies passées, j'ai tout perdu, mais je l'avais cherché. Enfin, ça fait pas comme quelqu'un qui se prend une guerre sur la tête, quoi. Je pense que
des pauvres gens à Gaza, ou ce qui se passe en RDC actuellement. Enfin voilà, toutes ces populations qui se font dézinguer dans des horreurs absolues, ils n'ont pas trop cherché ces pauvres gens. Donc effectivement, on parle pas du tout de la même chose. Ouais. Est-ce que là, je vois le temps qui a filé, malgré tout, depuis le début de notre échange. Est-ce qu'il y aurait une nécessité à aller visiter une autre architecture invisible pour bien illustrer, ou est-ce que tu crois qu'on a fait un tour qui permet déjà d'y voir clair? Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent essentielles qui n'ont pas été dites sur ce sujet là dans notre échange? Tu me poses une très mauvaise question. Parce qu'il y a 1 milliard de trucs qu'on n'a pas vus. Forcément, il s'agit de sujets complexes. On va peut-être pas le faire maintenant, peut-être une autre fois si tu veux. On peut aller plus sur les questions du langage, on peut aller plus sur la question de l'autre, du rapport qu'on a aux autres. On peut aller sur l'architecture du temps. Là aussi, sujet extrêmement important. Alors, je pense que sur le principe, en tout cas, des architectures, je crois que voilà, l'exemple de l'argent m'a permis au moins d'en partager un petit peu de la force de ça. Puis on a parlé aussi, tu vois, de règles du jeu comme le jeu électoral, etc. De voir combien ça conditionne les choses. Je pense que s'il en restait une à regarder, mais peut-être pour une autre fois, parce qu'il s'agit aussi d'un gros sujet, ça se trouve sur le langage, sur les langues que nous parlons, et donc évidemment comment se construisent les récits. Tu avais évoqué ça d'ailleurs au début de notre entretien, mais on peut peut-être regarder ça pour une autre fois. Et puis aussi, de façon corollaire à ça, si un jour tu as envie, je le propose et à toi de voir, mais on peut aller sur les aspects profonds, ce que j'appelle la richesse profonde. Donc de comprendre les mécanismes très profonds de la richesse et en quoi, une fois qu'on les a compris, ça nous donne un cahier des charges très précis pour construire un autre contrat social et mettre en place d'autres systèmes monétaires, mais également d'autres systèmes de gouvernance. Enfin, voilà, comment, parce que si tu veux, j'ai un peu dénoncé aujourd'hui des architectures qui nous aliènent, qui nous pénalisent, mais on n'a pas vu un petit peu l'autre côté. Ça veut dire, ok, maintenant, comment pourrions-nous aborder ces choses, utiliser ces architectures de façon différente de celles qui existent, donc devenir aussi une force de proposition. Peut-être que ça peut faire l'objet d'un prochain entretien. Si tu as envie, en tout cas, je me mets à disposition pour ça. Évidemment que j'ai l'élan. Moi, je voudrais savoir comment t'es au niveau de la fatigue, parce que je suis chaud, moi. Ça a à voir avec avec le thème qu'on avait jusque-là. Je suis pas du tout en train de te forcer la main, juste de te dire que vu que c'est en corrélation avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, ce que tu évoques en dernier, la richesse profonde, ce que tu appelles la richesse profonde, moi, ça me va qu'on aille voir ça, avec plaisir même. D'accord. Eh bien, finissons sur la richesse profonde, et puis disons-nous, par exemple, une prochaine fois, si tu as envie, d'aller donc sur des stratégies de design, d'architecture qui peuvent permettre de faire évoluer la conscience, de grandir notre conscience. Ça te va si on fait comme ça? C'est parfait. Ah, génial.